Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et oui, me revoilà. Si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie en mai 2025, ça fait un bail que j'ai pas sorti de vidéo solo. J'ai été très occupé dans les dernières semaines, j'ai été, entre autres choses, à Montréal, chez les copains de Etu Game pour un enregistrement en studio, en fait plusieurs enregistrements en studio. J'ai eu le plaisir d'animer pour eux une partie de Root, le jeu de rôle avec les petits animaux de la forêt, qui était d'ailleurs en fait ma première expérience d'actual play à vie que j'ai animé avec eux tout début de la pandémie disons, en distanciel. Mais cette fois-ci, on a eu le plaisir de le faire en studio et c'était une véritable partie de plaisir. Si ça vous intéresse, je vais mettre le lien en fait de la partie dans la description de cette vidéo-ci. Mais me revoilà enfin dans mon patelin de Québec chez moi afin de pouvoir vous parler de jeux de rôle et de tout ce que ça implique. Et aujourd'hui, en fait, j'avais le goût de vous parler des Borg. Strength is irrelevant. Resistance is futile. We wish to improve ourselves. Non, pas ces Borg-là. J'ai le goût plutôt de vous parler des jeux Morkborg. Et je dis bien des jeux. Vous allez comprendre pourquoi. Morkborg, hey, ça fait longtemps que j'ai pas abordé ce petit jeu-là sur la chaîne. Un jeu de rôle de table inspiré de la musique heavy metal. Ça a été créé par les auteurs suédois Pelle Nilsson et Johan Nohr et publié chez la Free League en février 2020, juste un peu avant la pandémie. Je pense qu'ils ont quand même été chanceux à ce niveau-là. Morkborg, une expérience ludique qui a chamboulé, selon mon très humble avis, on va dire le monde indépendant du jeu de rôle, un peu minimaliste, un peu quand même aux règles assez simples, parce que si vous ne connaissez pas Morkborg, eh bien, je pourrais vous conseiller d'aller voir une vieille vidéo que j'ai faite à ce sujet, mais justement, ça date d'il y a tellement longtemps, là, ça date à une époque où j'avais la caméra à 2 pouces du visage et où mon micro grichait plus qu'autre chose, donc j'avais comme un peu aussi le goût de, on va dire, pas réinventer la roue, mais redexplorer un peu ce que proposait le jeu avec certaines vidéos assez ciblées. Vous allez comprendre également ce que je veux dire, mais quand même, ça vaut la peine un peu de juste décrire rapidement le système de jeu. C'est un système de jeu de résolution de jets avec un D20 classique, modifié par des caractéristiques, que ce soit du +1, +2, -1, 0, et il y a un seuil de difficulté en fait que les personnages doivent atteindre pour pouvoir accomplir ce qu'ils souhaitent faire. C'est un jeu qui est très mortel, dangereux, qui fonctionne énormément sur les tables aléatoires, sur la création de personnages aléatoires. Vous ne devez pas trop vous accrocher à votre personnage. Ce dernier va fort probablement mourir et même si ça rejoint certains jeux, certaines gammes, certaines mentalités du monde OSR, ça ne change pas qu'à sa sortie, Morkborg, ça a été un réel succès. Ça a créé un véritable buzz ainsi qu'une certaine attention, je dirais, sur le jeu de rôle visuel, dans le sens vraiment sur l'aspect un peu esthétique du jeu de rôle. Parce que pour plusieurs personnes, Morkborg est avant tout un art book, donc un jeu d'images et de belles illustrations, avant d'être un jeu de rôle. Pour d'autres, c'est un jeu de rôle avant d'être un art book, et pour d'autres personnes encore, eh bien c'est 50-50, 50-50, ça va dans tous les sens. Je peux comprendre pourquoi ça peut être ça peut être rebutant pour certaines personnes, alors que le livre n'est pas toujours très facile à naviguer à l'intérieur. Certaines sections qui sont écrites assez petites, certaines sections où le texte est écrit un peu croche, où il faut vraiment comme presque tourner le livre pour comprendre ce qu'on lit, et que des fois la typographie va changer, la couleur de la typographie aussi va changer. Ça doit être des fois peut-être un peu compliqué pour certaines personnes qui doivent souffrir, pas souffrir, mais qui doivent vivre avec disons une confusion des couleurs, là. Et même si à sa sortie, Morkborg m'avait bien charmé. Ça m'avait beaucoup attiré parce que justement, je trouvais ça nouveau, je trouvais ça rafraîchissant, je trouvais ça intéressant, la proposition très doom metal avec une esthétique qui, on va dire, avait une saveur vraiment bien à elle. Et je pense que c'est surtout ça en fait qui a fait le succès du jeu, c'est que ce dernier a vraiment créé un concept, une saveur qui peut être réutilisée dans plusieurs moutures différentes du jeu. Donc, on pouvait, exemple, faire un supplément, mais garder la même couleur jaune flash, la même typographie, le même esthétique, un peu collage avec des dessins, mais aussi également des peintures qui ont eu un filtre dessus pour changer un peu justement le ton de la couleur, les teintes. Et il y avait aussi également, en fait, il y a encore également une licence qui est
hautement permissive qui permet à n'importe qui de prendre le jeu et de l'adapter, de faire un autre jeu complet, de faire des suppléments, des modules, des aventures, des tables aléatoires. Bref, ça l'a explosé. Pour vrai, ça a été immense à sa sortie. Ça l'a fait vraiment un boucan d'enfer. Je peux comprendre pourquoi, parce que c'était très nouveau. Là, ça a vraiment créé un engouement sur quelque chose qui n'était pas tant exploité. Mais avec le temps, je dois avouer que j'ai vécu, comme d'autres personnes, une certaine saturation. Un mix de surreprésentation du jeu avec un mélange de produits de piètre qualité qui m'a laissé un goût un peu amer dans la bouche. Et là, je m'explique. Autant je respecte absolument, je respecte à 100% les publications professionnelles, commerciales, qui sont faites avec, on dirait, la sueur de son front et toutes les capacités possibles de la personne qui se lance dans l'aventure de la publication. Mais ça a tellement été gros quand c'est sorti qu'il y en a eu tellement, et tout le monde voulait un peu sa part de gâteau. Tout le monde voulait un peu surfer sur la popularité de Morborg, et beaucoup de personnes ont ainsi comme sauté dans le train en voulant publier le plus de choses possible sans vraiment prendre en considération si l'aspect qualitatif était réellement présent dans ce qu'ils proposaient. Et ça m'avait quand même marqué, je vous dirais, à sa sortie. Il y a beaucoup de choses que j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est? T'sais, pour vrai, une aventure qui aurait pu justement être écrite avec ChatGPT, mais qui a été illustrée avec des images qui ont été prises ici et là, mais sans vraiment cohésion, sans vraiment de logique. Ça m'a fait un peu cet effet-là avec Shadow Dark quand c'est sorti. Le monde aussi avait viré sur le capot, comme on dit au Québec, avait viré complètement fou et avait voulu, si on veut, se prendre une petite part de ce que pouvait proposer le marché de Shadow Dark, et ça m'avait fait un peu cet effet-là avec Morborg. Donc avec le temps, j'avais été un peu... ça m'avait un peu tanné. Je trouvais qu'il y en avait comme trop et je ne savais plus où jeter mon regard sur pouvoir, on va dire, jeter mon attention afin de mettre en lumière ce qui était, selon moi, d'une bonne qualité, même si la qualité, on s'entend, ça demeure très personnel. Mais bref, il y avait eu quelque chose à ce moment-là, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes également aussi qui ont eu une certaine réticence au fait que le jeu, justement, priorisait le art punk avant le contenu. C'est-à-dire que l'esthétique était avant tout mis de l'avant, alors que ce qui était proposé à l'intérieur, vraiment l'aspect ludique de la chose, n'était pas vraiment d'une qualité qui était respectable. Donc le produit vendait, mais juste à cause du visuel. Et là, avec le temps, on a vu deux lignes de pensée diverger. D'un côté, il y avait justement ceux qui continuaient à s'avancer dans ce que pouvait offrir l'aspect Morborg-esque et du art punk en soi. Et de l'autre côté, ceux qui étaient un peu plus no art punk, c'est-à-dire des gens qui voulait vraiment des produits qui étaient de qualité en matière de propositions ludiques, l'aventure, les tables, la proposition, l'originalité, la difficulté, la bonne balance dans la mécanique mise en jeu, mais qui se foutaient complètement du visuel, et qu'il y a eu ainsi même des initiatives à ce moment-là, des initiatives où des ouvrages étaient publiés avec le strict minimum côté esthétique, mais qui proposaient du contenu qui était vraiment de très grande qualité. Je dois vous avouer que de mon côté, je ne suis pas un grand défenseur nécessairement du art punk. Je peux apprécier des produits aux esthétiques variables entre le super minimaliste et le vraiment ultra flyé et le classique mais efficace. T'sais, entre les trois, là, je me trouve un peu partout. Je suis capable d'apprécier ainsi à gauche et à droite. Donc il y avait des choses dans Morborg que j'aimais beaucoup, comme il y avait d'autres choses aussi que je trouvais que c'était un peu, on dirait, un surenveloppe pour ce que le contenu voulait m'offrir. Cependant, dans les derniers temps, j'ai vu apparaître de nombreux hacks complets. Donc des jeux qui reprenaient l'ensemble des règles de Morborg et qui l'adaptaient un peu à leur propre sauce, que ce soit le nouveau contexte, que ce soit la nouvelle proposition ludique, la mise, on va dire, de l'environnement. Est-ce que ça se déroulait dans le futur, dans le passé? Est-ce que c'était une ambiance plus viking? Est-ce que c'était une ambiance plus, on va dire, cyberpunk et autres? Il y a vraiment eu beaucoup de choses, et j'ai vu que, justement, avec le temps, du moins de mon point de vue, les gens qui ont persévéré dans, on va dire, la publication d'ouvrages Morborg-esques, ces gens-là qui ont été capables de peaufiner un peu leur approche, ben, il en ressort ainsi des produits qui sont vraiment cool, qui sont vraiment complets et qui viennent un peu renouveler mon intérêt pour la gamme. Des jeux complets qui sont compatibles avec Morborg, mais qui ont leur propre proposition à eux et qui, en mon sens, viennent un peu rajouter par-dessus le jeu de base. Parce qu'on s'entend que le jeu de base est très simple. Outre ce que je vous ai expliqué tantôt avec les caractéristiques, les mécaniques, il y a deux, trois...
une mécanique à prendre en considération pour les armes, les armures, les sortilèges, les blessures et tout ça, mais ça demeure que le jeu est vraiment, vraiment super simple. C'est un squelette, et sur le squelette, on peut construire, rajouter ce qu'on veut pour, au final, former un jeu complet. Et même si, au fond, les ajouts à ces jeux-là ne sont pas si complexes que ça ne va pas rendre le jeu complètement, ça ne va pas changer complètement les mécaniques du jeu. À mon sens, ce qui fait la réussite d'un jeu de rôle, et là, encore une fois, c'est très personnel. Je préfère toujours le dire avant de me faire lancer des roches, là. Ce ne sont pas les mécaniques nécessairement du jeu qui vont être si compliquées ou qui vont rendre le tout plus crunchy ou plus stratégique, mais c'est bien les mécaniques ainsi que les différents outils qui sont à la portée du meneur de jeu et des joueurs qui vont pousser les joueurs et les joueuses à incarner en fait ce que le jeu souhaite proposer en matière d'aventure. Donc si, admettons, un jeu a une proposition, on va dire, sur la piraterie, il faut que le jeu en soi me donne le goût d'être un pirate. Il faut que le jeu me donne le goût de sauter dans cette aventure-là et de vivre une expérience de pirate et que les mécaniques qui sont associées au jeu aient une certaine logique dans le sens de la piraterie. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les jeux Borg, en fait, ont des univers qui sont très riches, mais qui sont quand même assez légers parce qu'on peut les adapter puis on peut rajouter des choses. Il y a souvent une belle couche, une belle base sur laquelle on peut comme bâtir, mais les règles demeurent légères, même s'il y a des ajouts entre les différents hacks. Et ainsi, j'avais le goût, en fait, de vous proposer un top 6, de vous lancer, en fait, un top 6 de mes hacks complets de Morborg, que j'ai beaucoup apprécié, les hacks qui m'ont donné le goût de replonger dans les règles de Morborg, mais aussi, justement, dans la proposition ludique du jeu en soi. Justement, vous allez voir, c'est des hacks qui sont très différents les uns aux autres. Ils ont vraiment des propositions qui vont diverger, qui vont aller dans tous les sens. Mais également aussi, avant de sauter là, je voulais quand même mentionner que 2 annonces. De une, parce que j'avais comme déjà commencé à écrire cette capsule-là avant que les 2 annonces sortent. Fait que j'ai comme fait, oh boy, je vais essayer des emboîter dans mes propos. De un, Pirate Borg a été annoncé chez Arkham Asylum Publishing. Donc Pirate Borg étant un des hacks complets de Morborg, où on est justement dans une ambiance piraterie. Et de 2, Morborg a finalement été annoncé en français chez Agathe Éditions. Et là, ça va être intéressant quand même. Il y a un petit côté de moi qui trouve ça intéressant. D'un côté, je trouve ça dommage que les différentes gammes complètes qui sont à la sauce Morborg vont dans des boîtes de publication différentes, parce que je me rends compte à mesure que je plonge dans les produits francophones qu'il y a quand même une certaine exclusivité au niveau du langage, au niveau de la traduction. Donc, lorsqu'un jeu est traduit en français, il y a vraiment un droit acquis sur la traduction du jeu, sur les termes employés, tout ça. Et même si les jeux, c'est 2 jeux différents, Morborg et Pirate Borg ne sont pas les mêmes jeux, ben ça demeure qu'ils ont la même base. Et là, ce que moi j'ai hâte de voir, c'est si c'est les 2 bases, si Pirate Borg et Morborg vont quand même se recroiser à certains endroits où les maisons d'édition vont vraiment se forcer à avoir des sens et des termes qui vont diverger les uns aux autres parce que les droits de licence ne sont pas aux mêmes compagnies, ne sont pas aux mêmes entreprises, aux mêmes maisons de publication. Donc, ça va vraiment être particulier. J'ai hâte de voir comment ça va se gérer. Puis j'ai hâte de voir aussi si le fait que Morborg a maintenant été annoncé en français 5 ans plus tard, ça va ouvrir la porte sur d'autres traductions pour d'autres hacks complets ou d'autres suppléments, et également aussi de un peu percevoir ce que ça va proposer ou qu'est-ce que ça va faire germer en matière de publication tierce. Parce que les 2 produits, Morborg comme Pirate Borg, propose des licences quand même assez ouvertes pour que les gens puissent publier ce qu'ils souhaitent de façon commerciale. Mais ça, je vais revenir sur ce point-là dans une toute autre vidéo. Je vais approfondir le sujet dans une toute autre vidéo parce que j'ai, à force de justement lire là-dessus, de constater les 2 nouvelles, eh bien, j'ai comme voulu un peu, je me suis dit, je vais faire une vidéo 5 ans plus tard, Morborg, voir un peu qu'est-ce que le jeu a laissé derrière lui 5 ans plus tard, qu'est-ce que le jeu propose également pour les 5 années à venir, et qu'est-ce qu'on peut en retirer, l'impact que ça a eu sur la communauté, tout ça. J'en ai parlé un peu dans cette vidéo-ci, mais là, je voulais vraiment quand même me focusser sur mes 6 hacks préférés. Donc, les 6 jeux complets Morborg-esques qui n'ont pas besoin de jeu de base pour être joués et qui, je l'espère, vont être peut-être traduits, les 6 à venir, dans différentes boîtes et qui vont avoir des terminologies différentes et des traductions différentes. On va voir. Et on va commencer en fait avec mon numéro 6.
Mon numéro 6, il s'agit de Orkborg. Eh oui, Orkborg. Malgré le fait qu'il est tout petit, vous voyez, c'est un minuscule ouvrage, il est complet. On peut jouer juste avec ce livre-là, même si c'est compatible avec Morborg. Orkborg est un produit de Grant Howitt. Grant Howitt qu'on connaît beaucoup pour l'entreprise Ran Rook and Descartes, ceux qui ont fait entre autres, bon, je cherche les mots, mais Spire, Heart, des jeux avec des mises en contexte quand même assez très riches, avec des elfes. Ils ont fait également aussi le jeu avec les vampires qui doivent combattre le Troisième Reich, là, le nom m'échappe un peu. Bref, c'est une compagnie anglaise qui fait son bout de chemin et qui est très très reconnue dans le milieu indépendant. Et à un moment donné, Grant Howitt s'est dit « Ah, je vais sortir un petit jeu borgesque » et il a fait Orkborg. Et Orkborg, je vous lis un peu la prémisse. Le dérélique. C'est un gigantesque et magnifique vaisseau poubelle qui fonce à travers l'espace, bourré à craquer d'orques. C'est des générations et des générations d'orques qui prolifèrent et qui se battent et qui construisent des idoles meurtrières pour leurs dieux fous et qui prient pour le jugement dernier, c'est-à-dire le jour où le dérélique, le vaisseau, va s'écraser sur quelque chose, en fait sur le paradis, pour déverser chaque créature maudite qu'il possède à l'intérieur de lui à grandes dents, afin que ces derniers puissent détruire et dévorer l'ensemble de la population sur laquelle ils vont tomber. Ça va être une vague glorieuse et très violente. Donc, vous êtes un orc dans Orkborg. Vous êtes un orc, vous vous battez, vous tuez, vous priez, vous complotez, vous bidouillez et vous hurlez pour gagner votre place au paradis. C'est illustré par Rollingkins. Rollingkins, c'est bien sûr, oui, je l'ai ici. Ça demeure très Morkborg-esque. On est dans une ambiance qui est définitivement fin du monde, parce que l'objectif, c'est aussi d'atteindre cette fin du monde. Sauf que l'inspiration primaire, on comprend rapidement, c'est Warhammer 40 000. Warhammer 40 000, mais du point de vue des orques. Parce que c'est souvent ça. Un peu comme des PBTA, un peu comme des jeux Powered by Apocalypse, les jeux Borg vont avoir des prémices qui sont très identifiables. Et c'est ce que Orkborg propose. Donc, on est dans la science-fiction cloîtrée, on est enfermé dans un gros vaisseau, et dans le gros vaisseau, eh bien, il y a des différents orques qui peuvent vouloir leur place dans la société, qui vont vouloir se battre contre vous. Ça peut être des combats entre différents clans, parce que c'est des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'orques qui prolifèrent et qui se battent au travers d'un grand vaisseau dans lequel qui peut se déchirer, se détacher, perdre des morceaux. Il y a une aventure à la toute fin, c'est un tout petit volume, mais qui contient, comme je le mentionne, toutes les règles, et il y a même des ajouts pour des créatures qui pourraient, par exemple, rentrer à l'intérieur du vaisseau pour vouloir se battre, comme par exemple des humains, des vaisseaux d'humains qui vont comme aller se parquer non loin en arrière du dérélique et qui vont rentrer à l'intérieur pour tenter de voler des morceaux, peut-être même de prendre des technologies, parce que avec le temps, les orques accumulent beaucoup de choses et il y a des classes qui sont proposées pour pouvoir incarner des types d'orques précis qui sont plus orientés vers on va dire conduire un mech warrior ou être vraiment bon pour utiliser des armes à feu. Il y a de la magie également qui est proposée, une espèce de techno-sorcellerie, puis aussi également des prières qui sont basées sur des hurlements. Donc plus votre orc qui crie mieux, plus mieux il va pouvoir se battre. Il y a une table avec des armes aléatoires. Il y a des prophéties apocalyptiques que vous pouvez lancer au hasard. Et beaucoup, en fait, c'est un point qui revient beaucoup entre les différents jeux Morkborg-esques, c'est-à-dire les tables aléatoires. Des choses que j'apprécie beaucoup en général, il y en a énormément. Donc, vous pouvez souvent lancer l'ensemble d'une aventure sur des tables aléatoires et vous pouvez même, si on veut, encore une fois, concevoir votre personnage, même pas prendre une classe, mais vraiment juste de créer votre personnage de A à Z avec des tables aléatoires en sachant qu'il va possiblement mourir au premier coin de couloir qu'il va croiser. Et ça, c'est cool. Il y a même une carte, en fait, du dérélique à l'intérieur. Je la montre pour ceux qui la voient. Là. Le visuel est quand même... Ça flash. Là. On est vraiment dans du jaune mauve. Et là, il y a une grosse carte du dérélique, cette espèce de gros amas de vaisseaux qui se déplacent dans l'espace et avec les différentes sections qui sont expliquées. Qui peuvent être un peu plus calmes ou un peu plus dangereuses. Et donc, très très beau livre. C'est vraiment pas mon préféré. J'étais très content de l'avoir. Je l'ai joué, je l'ai animé même dans des parties, dans des activités qui étaient organisées par une compagnie, mais par une petite boutique de publication de jeux. J'avais été animé une partie et j'avais fait une petite aventure de Orkborg et ça avait été quand même vraiment très chouette. C'est le fun, mais pour moi, c'est pas celui qui vient me
me réinventer mon envie, je dirais. Je l'appréciais déjà de base. La prémisse de jouer des orques à la Warhammer 40 000 sans avoir l'univers de Warhammer 40 000 derrière, mais juste la saveur, je trouvais que c'était c'était très bien réussi. Fait que oui, pour ce numéro 6, il s'agit de Orkborg. Pour mon numéro 5, vous allez voir, je fais une petite parenthèse à ce niveau-là. Là. J'ai eu beaucoup de difficultés à placer mes préférés, à placer mon numéro 5 au 5, le 4 au 4, au 3 au 3, etc. Parce que, je sais pas pourquoi, mais... En fait, donc, je sais pourquoi, là, la saveur vient vraiment beaucoup me chercher, mais les hacks de Morborg que j'aime beaucoup, je les aime beaucoup. Je trouvais ça difficile de les mettre sur différents piédestals, et je sais que mon numéro 5, si je l'exploite davantage avec le temps, pourrait tomber au numéro 4 ou même au numéro 3 parce que la prémisse et le thème est vraiment amusant, vraiment original, et je me vois faire même une mini-campagne là-dessus. Il y a quelque chose qui vient vraiment beaucoup me chercher dans ce thème-là qui n'est pas tant exploité dans le monde du jeu de rôle. Il s'agit en fait de Korborg. Korborg, c'est un hack complet. Vous pouvez jouer à Korborg sans avoir les règles de Morborg, mais ça a en fait une ambiance bureau, une ambiance tour à bureau corporation. Dans ce jeu, en fait, vous incarnez des employés de bureau, des employés ordinaires en bas du niveau de certaines des plus grandes et pires entreprises des mondes connus. Vous êtes armé d'équipements de bureau et de capacités occultes améliorées. Vous allez devoir affronter des collègues dénués de pensée. Vous allez devoir gérer votre envie de vous battre alors que les gens vont faire du gossip entre eux. Vous allez devoir rabrouer les démons qui vont sortir de la photocopieuse. Le but, peu importe. L'important, c'est de devoir faire la job qui est demandée par vos boss et de le faire comme du monde, même si ça semble le plus erratique possible. Donc, on est dans une ambiance un peu, justement, tour à bureau. L'ambiance corporation, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans la corporation horreur, la corporation comme fantastique. Quelque chose où on mélange le banal des tours à bureau avec le surréaliste et la grande violence Morborg S. Ça a là un charme quand même bien à lui que j'apprécie énormément. Et c'est vraiment une belle pépite que je trouve qu'il y a la possibilité de faire beaucoup. À la création de personnages, vous avez le choix entre plusieurs types on va dire des classes, bien entendu. C'est un peu votre rôle dans le bureau. Vous pouvez être la personne qui s'occupe de la papeterie, vous pouvez être le technicien informatique, vous pouvez être une espèce de jeune cadre dynamique. Bref, il y a plusieurs rôles que vous pouvez remplir, mais vous devez aussi choisir pour quelle grande corporation vous travaillez. Donc, quel grand conglomérat maléfique est à la tête de votre travail et qu'est-ce que vous pouvez faire pour le renverser. Il y a des différentes tables pour générer des outils, des armes, que ce soit comme par exemple une lame en coupe-papier ou même un clavier ou une tasse de café. Il y a des ordres d'ennemis, y compris des collègues sans cervelle, des collègues qui sont complètement brainwashés par qu'est-ce qui se passe, des managers assoiffés de sang et même des démons impies qui vont sortir de la photocopieuse, encore une fois. Il y a de tout. Le jeu a quelques mécaniques supplémentaires avec un système de combat qui est un peu modifié pour s'adapter à l'ambiance d'une tour à bureau, mais ce que l'ouvrage a vraiment, c'est des tables aléatoires à n'en plus finir pour générer des aventures, que ce soit des théories du complot, des générateurs de corporations, des créateurs de démons, des tables de personnages non-joueurs, des incantations qui ont raté. Il y a 66 emails urgents que vous devez répondre. Il y a un mélange, le mélange visuel est très artistique allant du métal industriel au punk. Il y a une saveur bien à lui. Le fait que ça soit basé sur une référence aussi compréhensible et aussi universelle qu'une tour à bureau et le quotidien d'une tour à bureau, aussi morne et aussi plate que ça peut représenter. Et qu'on mélange ça avec quelque chose d'aussi irréaliste et illogique que le fait d'être dans une tour à bureau maléfique dont on doit accomplir des tâches qui n'ont aucun sens, ça fonctionne quand même. Ça fonctionne très bien parce que justement, la référence de base, on la comprend, on la connaît, elle est facile à s'approprier. Donc on fait juste rajouter par-dessus ça une belle saveur démoniaque, une belle saveur doom de fin du monde avec des corporations qui polluent l'univers entier et dont on va peut-être tenter de renverser éventuellement, que c'est facile de s'y plonger. Et ce que j'apprécie, en fait, pas ce que j'apprécie, mais ce que j'ai découvert récemment et ce que j'ai trouvé très cool, c'est qu'il va y avoir une nouvelle édition de Korborg qui est annoncée. Donc si jamais vous n'avez pas l'ouvrage, je conseille peut-être d'attendre et que ça vous intéresse. Peut-être attendez. Il y a une nouvelle édition qui va sortir, améliorée, juste un peu plus peaufiner le visuel, les nouveaux ajouts. Je pense qu'il y a même un peu plus de contenu, mais il y a aussi également une expansion qui va être proposée avec le jeu de base, où est-ce qu'on va plus être orienté vers les unions, donc les syndicats, les espèces de regroupements de travailleurs qui vont vouloir renverser les grandes corporations.
Donc, ils ont comme voulu un peu rajouter sur le concept, ne pas juste incarner des employés de bureau qui tentent comme ils peuvent, mais bien aussi également un petit côté de vouloir se rassembler entre employés pour trouver une manière de renverser la grande machination, le grand méchant qui se trouve tout en haut de l'immeuble. J'adore ça. J'adore ça, puis je sais que si je joue à ce jeu-là plus souvent, il va possiblement descendre dans mon numéro, peut-être mon numéro 4, peut-être mon numéro 3, je ne le sais pas. Ça va voir avec le temps. Malheureusement, je ne l'ai pas physique. Je vais attendre justement le financement pour la deuxième édition, mais je vous en reparlerai probablement dans une autre vidéo. On y va avec mon numéro 4. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il s'agit en fait de Cyborg. Cyborg, c'est une version... en fait, c'est le hack officiel. Donc, c'est un autre jeu qui est basé sur les règles de Morborg, mais qui a été publié, entre autres, par Joanne Orr chez, justement, Stockholm Cartel et la Free League Publishing. Et c'est un peu la suite logique de Morborg. Donc, au lieu d'être dans du Doom... post-apocalyptique médiéval, Cyborg, comme le dit son nom, c'est du cyberpunk. Et selon moi, c'est mon jeu cyberpunk préféré. C'est vraiment lui qui me donne le plus le goût d'explorer l'ambiance, l'univers cyberpunk, parce que on a repris les règles de base de Morborg, mais on a rajouté des nouvelles choses. On a rajouté des nouvelles règles pour gérer justement on va dire l'infection technologique, l'utilisation justement des nanotechnologies, des nouvelles règles de combat, des nouvelles règles pour les véhicules, le déplacement, des nouvelles tables aléatoires bien sûr. Et ça se déroule en fait dans une mégapole après en fait l'incident. Donc l'incident qui est quelque chose qui a rendu le monde comme il est aujourd'hui. Donc c'est des bidonvilles en décomposition, il y a des gangs, il y a des cultes, il y a des corporations militaires qui se livrent une guerre sans fin aux forêts de gratte-ciel qui poussent vers le ciel avec des cathédrales de néon et vraiment, là, imaginez ça, c'est un espèce de mélange gothique, cyber-futuriste, et on mélange encore une fois du fantastique avec de la technologie parce que, bien oui, il y a, bien entendu, des armes, que ce soit des armes à feu, que ce soit des robots, bref, il y a de la technologie, mais au travers de ça, il y a aussi la magie. Comment être infecté par la nanotechnologie de façon presque arcanique, comment prendre contact avec des entités qui peuvent vivre dans des ordinateurs. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je trouve qu'en tout, en fait, le jeu, en tout point, est une version améliorée de Morborg. En tout point. En matière de visuel, en matière de mise en page. C'est tout aussi flyé, mais en même temps, c'est plus lisible. Donc, c'est tout aussi super décalé comme visuel, mais la qualité... elle est améliorée en matière de mise en page, en matière de lecture, en matière de typographie, sans pour autant perdre de sa saveur. Et les ajouts visuels sont aussi également très bien reçus. C'est super beau, c'est vraiment très bien illustré, c'est très bien dessiné, même qu'on s'éloigne des fois un peu du concept Morborg-esque, vraiment comme doom metal avec des crânes et tout ça, pour aller dans quelque chose d'un peu plus doux, avec des couleurs qui sont vraiment différentes. Oh, cette table-là, elle est incroyable. Ce visuel-là, là, c'est une des classes, c'est un Renegade. Renegade, je suis même pas capable de le lire. Je suis même pas capable de lire. Renegade Cyber Slasher. Ouais, Renegade Cyber Slasher. Voyez-vous le visuel, pour ceux qui me regardent avec la vidéo, là, espèce de rose avec le bonhomme qui tient comme une épée, puis un fléau, puis avec le gros titre en haut. C'est vraiment de toute beauté. Là, j'ai pas sorti la page qui était la plus lisible, mais malgré tout, le tout est plus facile d'accès, je trouve. Et c'est aussi plus original dans le sens où les jeux cyberpunk, il y en a beaucoup. Les jeux, mais des jeux cyberpunk vraiment à la saveur cyborg, j'en connais pas une tonne. Alors que Morborg, ça a quand même créé un précédent. Ça a créé beaucoup d'autres jeux qui ont voulu un peu surfer sur le même type d'ambiance, avec aussi des règles aussi très légères. Ah oui, c'est cette image-là que je cherchais, cette illustration-là. C'est pas nécessairement pour que vous puissiez le lire, mais je voulais juste montrer à quel point des fois ça détonne. Ça, c'est l'illustration de Hills. C'est comme une section vraiment plus riche. Dans Cyborg, c'est où est-ce que les personnes vraiment très bien placées vont se tenir. Et ça, ce visuel-là, je le trouve vraiment de toute beauté. Donc, j'aimerais ça que ce jeu-là arrive en français. Ça serait cool. Ça serait possiblement plus facile à traduire que Morborg, parce que justement, le texte va moins dans tous les sens. Et je crois que ça aurait peut-être encore plus de succès parce qu'on s'éloigne du médiéval fantastique qui est quand même un peu plus popularisé pour plonger dans du cyberpunk, mais qui est aussi
plus léger. Parce qu'il y a beaucoup de jeux de cyberpunk qui sont accessibles et qui sont disponibles, mais qui sont très lourds. Ou que les mécaniques ne sont pas... que je trouve pas les mécaniques nécessairement très intuitives. Comme Cyberpunk Red, par exemple, c'est vraiment pas ma tasse de thé, alors que je me retrouve totalement et à 100% dans Cyborg. J'aimerais ça voir plus de suppléments sortir de ce jeu-là, mais malheureusement, je pense que... Même que je dirais qu'il y a quelque chose, il y a un petit un contre-coup au fait de Cyborg, c'est que les gens créent peut-être un peu moins avec de Cyborg parce que les gens veulent quand même respecter la touche artistique visuelle des produits Morborg-esques. Et Morborg, puisqu'il est plus associé au médiéval fantastique, c'est très facile de trouver les outils en ligne pour concevoir un visuel à la Morborg, que ce soit des vieilles peintures, que ce soit des illustrations, des stock art, que ce soit des images qui sont prises sur des pages de musée, tout ça. Mais Cyborg, là, on est vraiment plus dans de la technologie, tout ça. Il y a beaucoup plus d'illustrations à l'intérieur qu'il y a de collage. Et je crois que les gens sont peut-être un peu moins outillés nécessairement pour sortir du contenu, même s'il y en a. Là, on ne se cachera pas, il y en a quand même beaucoup, mais il y en a vraiment beaucoup moins que Morborg. Et j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui vient bloquer parce que le monde veut quand même sortir quelque chose qui a un visuel attrayant, qui va refléter le genre, le style de Cyborg. Donc, je peux comprendre pourquoi, mais j'espère voir plus de suppléments sortir. Je sais que je pense, il me semble que c'est parce que là, il y a tellement de choses qui sont sorties compatibles. Là. Mais il me semble que la Free League avait annoncé un supplément pour Cyborg qui était vraiment plus orienté autour de la mégapole, autour de la grande cité. C'était très Mad Max X. Là, vraiment là, quelque chose de très post-apocalyptique là, dans des gros déserts avec du monde en auto et puis des morceaux de pneus accrochés sur l'épaule qui se balancent avec des chaînes. Là. Reste à voir. J'aimerais ça, peut-être. J'aimerais ça que ça sorte. Ça serait vraiment cool. Ça serait très facile, en fait. Il n'y a rien de plus facile que le style post-apo pour du jeu Morborg. Là, fait que ça serait très, très compréhensible. Quoi qu'en même temps, il y a aussi un hack qui va sortir qui s'appelait, je pense, Wasteland Degenerates, je crois, qui a été financé et qui est justement dans cette saveur-là très post-apocalyptique. Reste à voir si ça va faire un doublon avec l'officiel qui va sortir. Mais là, c'est ça. Je suis pas trop sûr si c'est vraiment celui-là ou il y en a un autre. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Là. Je ne veux pas trop m'avancer, fait que je ne veux pas trop non plus en parler, mais on garde ça en tête. Du post-apo pour Morborg, ça existe ou ça s'en vient. Un des deux. On y va avec mon numéro 3. Mon numéro 3, je pense que il aurait pu être plus bas. Il aurait pu être mon numéro 2, mon numéro 1, si le thème était venu plus me chercher. Pas que j'aime pas le thème, mais les thèmes en fait du numéro 2 et du numéro 1 sont tellement proches de mon cœur que le numéro 3, malheureusement, est resté en troisième position. Parce que selon moi, c'est le Morborg le plus accompli au niveau mécanique. Il s'agit de Pirate Borg. J'en ai parlé tout à l'heure, j'en ai parlé un peu tantôt lors de mes annonces, lors de mon point de presse en début de capsule, qui a été annoncé en fait en français chez Arkham Asylum, publié en anglais chez, bien sûr, Limitron, qui est un peu comme une... c'est vraiment sa marque de commerce. Lui a sorti Pirate Borg. Pirate Borg a tellement fonctionné qu'il a vraiment orienté toute son attention là-dessus. Et je peux comprendre pourquoi. Parce que Pirate Borg étant un jeu complet, vous pouvez comprendre avec l'espèce de visuel sur le dessus, c'est un jeu de rôle sur table qui est infesté de scorbut, qui est léger aussi en mécanique comme les Morborg et qui possède un visuel qui est quand même assez attrayant à l'intérieur. C'est inspiré par l'histoire, la fantasy, l'horreur et le rhum. Vous avez votre sabre et votre pistolet à silex qui ne va pas nécessairement vous sauver des hordes de squelettes, de kraken, ni même de votre propre équipage. C'est un jeu complet, basé, compatible avec le jeu de rôle Morborg, bien entendu, mais c'est aussi un kit d'outils, parce que la plupart des tables peuvent être modifiées et utilisées avec n'importe quel autre jeu de pirate. Parce que oui, vous comprenez que le thème Pirate Borg, ça parle de pirates. Vous vaguez sur les mers dans une apocalypse de morts-vivants. Et votre objectif principal est assez simple, c'est de survivre. Survivre, trouver un peu de trésor pour rendre votre survie plus facile, et etc. On tourne en boucle. Vous vous rappelez tout à l'heure, quand je mentionnais le fait que les jeux Borg n'ont pas besoin d'avoir des mécaniques très complexes pour pouvoir bien immerger ou proposer leur mise en contexte aux joueurs et aux joueuses. C'est facile de comprendre dans quoi est-ce qu'on s'embarque, c'est facile de rentrer dans le jeu, de vraiment prendre votre chapeau de tricorne et de vous lancer à l'aventure dans la piraterie. Parce que la saveur, elle est là. La saveur, elle est présente dans le visuel, elle est présente dans les descriptions, dans les textes, les classes, les quelques mécaniques légères.
Sauf que là, ce qui est intéressant avec Pirate Borg, c'est que ce livre-là, pourquoi aussi il est tant apprécié, c'est qu'il se trouve sur une mince ligne parfaite entre le respect de cet idéal-là, d'une certaine simplicité, mais également aussi dans l'ajout de mécaniques pertinentes à son contexte. Donc, on est dans une ambiance de piraterie, il y a des règles qui sont ajoutées en ce sens. Et les règles sont vraiment fichument bien pensées. Les combats navals sont vraiment le fun. Parce que oui, c'est possible en fait j'ai devant moi le livre et je regarde un peu les résumés. Là. Lorsqu'un combat naval commence, il y a différentes règles qui rentrent en ligne de compte et qui ne sont pas nécessairement les mêmes lorsque vous vous battez au corps à corps avec quelqu'un d'autre, on s'entend. Et à ce sens, il y a vraiment, vous pouvez même utiliser une carte avec des hexagones, placer votre bateau, vous déplacer, avoir positionné de certaine manière pour avoir un angle de tir sur le bateau ennemi. Et il y a une initiative qui est lancée. Et à chaque tour, eh bien, il y a des actions qui peuvent être entreprises par autant le capitaine que les membres de l'équipage, que ce soit par exemple lever les voiles pour pouvoir aller le plus rapidement possible, que ce soit mettre l'ancre à l'eau pour pouvoir stabiliser le navire, que ce soit peut-être utiliser des petites armes à feu pour pouvoir tirer sur des gens qui sont présents sur le navire adverse. Il y a vraiment énormément de choses qui doivent être prises en considération, mais qui demeurent très thématiques à ce que le jeu propose, mais aussi très simple. Il n'y a rien qui est compliqué là-dedans. Ça s'apprend. Déjà que le système de base justement de Morborg est d'une très belle simplicité, et bien là, le simple fait de rajouter ce petit ajout mécanique sur les différentes actions que l'équipage peut entreprendre et le déplacement de navire, ça ne vient pas, on va dire, déboussoler l'ensemble du fonctionnement du jeu. Et même qu'à l'intérieur, eh bien, il y a différentes caractéristiques qui sont données pour les différents types de bateaux que vous pouvez trouver, que ce soit une brigantine, une sloop, une frégate, un galéon. Il y a même aussi un Man of War, Ship of Lines, un fort. Mettons que vous décidez d'attaquer un gros fort avec votre navire. Comment est-ce que vous pouvez en fait faire ça? Comment ça va se gérer? Il y a même des caractéristiques pour un bateau fantôme, un bateau qui provient des profondeurs de la mer, un bateau qui est fait en ossement. Voyons, on reste quand même dans la thématique Morborg-esque parce que oui, c'est apocalyptique. Il y a des zombies, des morts-vivants partout et vous devez en fait vous déplacer en navire pour tenter de trouver peut-être un endroit où vous allez pouvoir vous reposer. Et dans cette même idée-là, de vouloir acheter seulement des petits ajouts qui sont très ambiance piraterie, eh bien là, il y a beaucoup de tables aléatoires et de petites mécaniques que vous pouvez utiliser pour pouvoir, on va dire, concevoir, générer une carte de trésor, générer aussi les trésors que vous pouvez trouver, les différents endroits que les personnages peuvent explorer. Tu sais, une île qui est complètement, qui est non cartographiée. Là, vous pouvez lancer au hasard complètement tout ce qui va se trouver dessus. Et il y a vraiment un réel envie d'exploration. C'est vraiment le jeu Morborg qui donne le plus le goût d'explorer, de partir à l'aventure dans un contexte assez dangereux. Et contrairement aux autres, point de détail intéressant, Pirate Borg, contrairement aux autres, il n'est pas nécessairement... Morborg, ça se déroule dans l'univers de Morborg. C'est Galgenbeck, c'est la grande cité, c'est des régions qui sont très Morborg-esques, et beaucoup de hacks de Morborg vont rester dans cette tangente-là, sauf que Pirate Borg, le concept, c'est qu'il se déroule en fait dans notre monde. En quelque sorte, c'est les Caraïbes, mais ça demeure que c'est comme de la grosse uchronie fantastique qui n'a rien à voir du tout avec notre histoire, mais il y a quand même une différence en matière de mise en contexte et ça peut rendre peut-être aussi l'appropriation plus facile et encore plus facile l'immersion pour certaines personnes. Pour vrai, le livre est quand même vraiment cool. Pour certaines personnes, et je peux comprendre pourquoi, le livre n'est pas assez flyé, c'est pas un des livres les plus beaux de Morborg, mais ça demeure que c'est encore une fois un des plus faciles à lire. Et la popularité de ce dernier démontre en fait que les ajouts qui ont été faits sont d'une pertinence qui ne doivent pas être négligés pour la suite des choses. Il y a beaucoup de trucs aussi qui s'en viennent pour Pirate Borg, des nouveaux ajouts, il y a un kit d'initiation, des nouvelles aventures, des suppléments. Il y a plein d'aventures aussi que vous pouvez aller trouver en ligne parce qu'il possède justement sa licence. Il y a vraiment énormément de stock pour quelque chose qui est à la piraterie, qui est aussi très simple. Et c'est aussi, je pense, mon livre de pirate de référence. Il y en a quelques-uns qui ont titillé mon intérêt, mais Pavillon Noir, je trouve que c'est trop crunchy. Septième mer, la mise en contexte me plaît pas tant, puis c'est pas tant de pirates. Il y en a vraiment beaucoup comme ça qui viennent pas tant un peu me donner goût de me lancer, alors que Pirate Borg, eh bien, c'est très intuitif, c'est très facile, c'est très rapide. Ce n'est que de la réussite d'un bout à l'autre. Donc, mon numéro 3, Pirate Borg. Mon numéro 2, écoutez, j'étais supposé l'avoir
en main propre. J'étais supposé l'avoir présentement et vous le montrer à l'image, faire « Ouh, le voilà ». Mais la poste, comme elle est au Canada, fait en sorte que malheureusement, il ne s'est pas rendu encore. Et je pense même qu'il est perdu quelque part dans les méandres et dans les limbes de la poste canadienne. Donc, ça fait plusieurs fois qu'il doit être arrivé, puis finalement, il n'y arrive pas, il s'en va, il se déplace, il disparaît, il y a des erreurs, ça revient, ça tourne en rond. Est-ce que je vais le recevoir un jour? Peut-être pas, j'espère, parce que ça serait le fun, mais ça demeure que c'est mon numéro 2, que j'ai découvert quand même sur le tard. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça s'appelle Ronin. Dans un monde ravagé par une éclipse éternelle qui fait très berserk, by the way, et envahi par des créatures surnaturelles appelées des yokai, les joueurs vont incarner des Ronins oubliés, des shinobi, des homyoji, et bien d'autres choses, que ce soit aussi des moines, des samouraïs, dans leur quête de restaurer leur honneur et de vaincre les forces des ténèbres. Donc Ronin, comme vous pouvez le comprendre avec la description que je viens de vous faire, c'est un jeu qui est inspiré par la mythologie japonaise. Mais là, il faut faire attention. Ce n'est pas la mythologie japonaise qui est calquée à l'histoire du Japon, qui est une version uchronique du Japon. Ça se déroule même pas au Japon. On est à l'extérieur de ça. Mais il y a quand même un souci du détail à ce niveau-là, qui est expliqué en début d'ouvrage. L'auteur, Sacha Lightfoot, avec l'illustrateur, la personne qui fait les illustrations, Dominique Riozzi, avec les collages et tout ça, explique surtout que l'objectif ici de ce jeu-là, ce n'est pas vraiment de... on va dire, avoir l'audace de vouloir s'approprier la culture et les mythes japonais pour pouvoir ensuite les recracher ou les représenter sous un autre angle, mais bien plutôt de s'inspirer d'œuvres japonaises qui viennent justement représenter une certaine facette surréaliste assez éclatée du Japon et de ses mythes. Donc, on a des inspirations au début, que ce soit Sekiro, Ghost of Tsushima. Sekiro, d'ailleurs, c'était cœur, hein? Ghost of Tsushima, que j'ai jamais joué, il paraît que c'est très bon. Kurosawa, Rurouni Kenshin, Samurai Champloo, Twilight Samurai, Jigorako, Afro Samurai, Zatoichi, Tenchu, Berserk, Vagabond, Miyamoto Musashi, Like a Dragon, Inshin, Blue Eye Samurai. Donc, c'est vraiment une inspiration de ces inspirations-là. Et Ronin sert surtout à reproduire un peu cette ambiance-là, qu'on peut le voir dans ces œuvres-là, avec un excès de violence, un excès d'action, des monstres, des créatures pittoresques, pathétiques, qui vont vouloir se déplacer, puis tenter d'attaquer avec 8 bras, 3 membres, des yeux, des langues qui sortent, puis qui essaient de licher leur ennemi. Il y a vraiment quelque chose de très inspirant dans justement cette culture-là, dans le mythe japonais, sur la représentation des monstres, des créatures, quelque chose qu'on est beaucoup moins habitué, je trouve, du moins de mon point de vue de nord-américain blanc, là, on s'entend de cet angle-là. Et je considère que Ronin, de mon humble perception, le représente très bien. Et j'aurais vraiment aimé ça l'avoir physiquement, j'aurais vraiment voulu vous le montrer. Et il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup. En fait, Ronin, ce qui vient beaucoup me chercher, c'est ce côté-là où le monde est, on dirait, c'est un apocalypse, un peu comme les Morborg, parce que ça ne se déroule pas encore une fois dans l'univers de Morborg, c'est un tout autre monde. Il y a une apocalypse avec la grande éclipse qui vient comme noircir le monde. Et là, on est dans un contexte vraiment monstrueux. Et moi, j'aime beaucoup, en fait, les films d'horreur japonais, c'est quelque chose que j'adore. J'aime beaucoup la cinématographie japonaise, mais les films d'horreur japonais, je trouve tout le temps qu'il y a un petit quelque chose qui vient me sortir de mes sentiers battus, qui vient un peu me sortir de mes pantoufles, qui vient un peu renouveler, m'expérimenter avec des créatures, une représentation, ou même aussi un réflexe par rapport à ces créatures-là qu'on va affronter. Et je l'explore aussi via certains ouvrages, que ce soit par exemple de l'auteur Junji Ito, ou encore aussi également aussi des animés. Il y a des choses qui viennent vraiment bien taper dans mes saveurs, et l'aspect de se dire on joue des personnages qui doivent parcourir un monde désolé, avec un peu cette espèce de représentation culturelle-là, ces inspirations-là, comme je les ai mentionnées au début, qui sont au début de l'ouvrage, Sekiro et tout ça, et de vivre dans cette ambiance-là, un peu exagérée, un peu surréaliste, mais sans jamais se moquer de la culture, on s'entend. Ça vient vraiment beaucoup me chercher, j'adore ça, et c'est surtout ça, en fait, qui fait en sorte que ce jeu-là se retrouve un peu à ma deuxième place. C'est vraiment la saveur qui en ressort. Ce jeu-là a une saveur bien à lui. Il y a une époque où j'ai beaucoup apprécié Legend of the Five Rings, mais l'univers était trop
trop gros. L'univers était trop... il y avait trop de prises en considération qu'il fallait faire. Il y avait trop de choses. Je m'étais fait, pas nécessairement reprocher, mais je m'étais fait pointer du doigt une fois dans cette aventure. Ça m'avait marqué comme quoi je n'avais pas respecté le positionnement de tel clan par rapport à tel autre clan dans une aventure. Et j'étais comme juste... Ben là, tabarnache, mon but c'était juste de faire vivre une aventure. Et il y a un petit côté où justement j'avais le goût d'un peu me détacher de ça, de m'approprier. Et c'est un peu ça la beauté aussi des Borg, des hacks de Borg en général, c'est qu'on peut souvent s'approprier l'univers. Il y a une base qui est faite, mais il y a beaucoup de choses à remplir et on peut avoir le plaisir de le faire, que ce soit via nos propres inspirations, via justement les tables aléatoires qui sont proposées. Et Ronin a ça. Ronin me donne le goût d'avoir un petit regroupement de 3-4 aventuriers un peu blasés, qui se lancent à l'aventure dans une terre maudite et qui vont juste vouloir comme renverser un seigneur démon aux abords d'une forteresse. Il y a quelque chose de vraiment probant là-dedans. Quelque chose qui... c'est une fantaisie, une aventure, une ambiance fantastique qui, on va dire, me renouvelle. Au-delà du, on va dire, le classique médiéval fantastique, classique inspiration européenne. Et ça, on dirait que là, je l'ai bien soupé, mais le côté Ronin, le côté de ne pas savoir trop à quoi s'attendre si on tombe face à une créature ou que genre ses yeux sont remplacés par des langues et où sa bouche, il y a un gros œil qui te regarde. Il y a quelque chose que je trouve à la fois aussi très troublant, mais aussi très inspirant. Et je pense que c'est dans les hacks de Borg, dans les différents hacks de Morborg, qui me donnent le plus le goût de sauter dans l'ambiance plus horreur. C'est vraiment horreur. Et là, il y a un jeu que j'essaie de me rappeler, un jeu vidéo. Là, je vais le faire apparaître à l'écran en post-production. Là. Je vais faire apparaître l'affiche que j'avais essayé, qui était comme un jeu très récent, mais qui s'inspire beaucoup du style de la première PlayStation. Fait que c'est vraiment tout est carré, toutes les couleurs un peu ternes. Et je pense, je ne rends pas ça, mais je pense que c'est le labyrinthe du Seigneur Démon, quelque chose comme ça. C'est pas le nom d'un. Non, c'est le nom d'un autre jeu de rôle. Bref. Je vais le faire apparaître à l'écran. J'ai un blanc présentement. Et ce jeu-là, justement, a une ambiance qui pour moi, c'est ce style d'ambiance que je voudrais refléter dans Ronin. Parce que ça demeure que c'est très mortel encore. Ça demeure que c'est très dangereux. Donc, quand vous vous lancez au combat, il faut que vous soyez vraiment sûr de vous de pouvoir renverser la créature qui se trouve devant vous avec les outils que vous avez sur vous, avec votre katana, avec peut-être votre petit shuriken que vous allez devoir lancer. On reste dans quelque chose qui est très... facile aussi à comprendre. Les références culturelles des œuvres, comme sont mentionnées au début en fait, de l'ouvrage, on les connaît en général. Même si on ne les connaît pas, il y en a d'autres qui sont aussi très faciles à avoir comme référence et on peut vraiment se les approprier. Donc, pour ça, moi, j'adore Ronin. Et pourquoi, je disais tantôt, pourquoi ce jeu-là, au début, il m'intéressait 0,1 barre, c'est niaiseux, là, mais c'est la couverture. La couverture, je la trouve laite. Vraiment, c'est une de mes couvertures que j'aime le moins des jeux Morborg-esques, avec le bonhomme qui se tient un peu à genoux, là, avec le titre en haut, là, je trouvais que c'était vraiment fade, ça voulait rien dire. Mais c'est à la lecture que j'ai fait « Oh, ok, c'est autre chose. » Il y a vraiment beaucoup d'affaires. Il y a aussi de nouvelles règles d'ailleurs, parce qu'il y a des nouvelles mécaniques pour le combat qui sont rajoutées, comme la parade, pour pouvoir, en fait, éviter des coups. Vous pouvez faire le seppuku pour regagner de l'honneur. Il y a une mécanique de résurrection. C'est drôle parce qu'on l'a vu aussi dans un autre jeu récemment, par exemple d'Alexandre Kobayashi, de Ronin aussi également, mais il y a une mécanique de résurrection. Lorsqu'on meurt dans Ronin, on se retrouve face à l'enfer, dans l'enfer, et qu'on doit comme affronter quelqu'un en duel, et si vous réussissez, vous pouvez revenir à la vie, et il y a un petit quelque chose qui fait en sorte que c'est comme plus encourageant aussi à se dire, notre personnage n'est pas nécessairement complètement mort, et l'univers aussi est très cool, tu sais, le peu qu'on a, ça se passe dans plusieurs petites îles qui portent le nom, je pense que c'est Kagenoshima, et c'est vraiment inspiration à l'époque Edo du Japon, avec des éléments de fantasy très sombres. Il y a 10 classes qui sont proposées, 10 c'est vraiment beaucoup, là, en passant du samouraï érudit au ronin, au shinobi corrompu, au bakuto, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des monstres mythologiques du folklore japonais qui sont proposés, qui vont justement aller dans tous les sens et de toutes nouvelles, on va dire des choses qui vont nous sortir de ce qu'on est habitué. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a aussi une mécanique de duel pour pouvoir comme vraiment faire un duel avec quelqu'un d'autre. Il y a une mécanique pour apprendre des nouvelles techniques avec un sensei. Vous avez quelqu'un qui vous apprend des mécaniques de combat. Et il y a même des techniques de combat que vous pouvez avoir dans ce jeu-là. Tu sais, vous dire que vous avez une technique de combat, c'est un peu comme un don, là. Si on fait une référence à un autre jeu de rôle. Et là, vous avez ce don-là, vous avez cette mécanique-là, et vous pouvez comme l'utiliser à certains moments si la situation
s'y adonne. Il y a des tables pour générer des temples, des surnoms, il y a des mécaniques pour des blessures critiques, des rencontres aléatoires, des débuts d'aventure, des pièges, la météo et plus encore. Avec toutes les armes et toutes les illustrations qu'on peut avoir. C'est pas le livre que je trouve qui les illustrations à l'intérieur sont cool. Il y avait quelques petites affaires que j'ai fait, ça c'est bizarre, c'est un peu mal fait ou mal cadré. Ou, je sais que justement, il y a une deuxième impression qui va être faite du livre de base et que ça va être amélioré à ce niveau-là. Mais pour ça, ça ne change pas qu'à mon sens, Ronin se trouve à mon numéro 2. Et j'aurais aimé ça l'avoir là, physiquement puis vous le montrer. Mais c'est pas grave. C'est mon numéro 2, Ronin. Et finalement, mon numéro 1, j'ai été assez chanceux pour le trouver dans une petite boutique en Ontario parce qu'il n'est pas distribué vraiment partout. Il n'est pas il n'est pas facile à trouver non plus. C'est un ouvrage qui vient tout juste de sortir. C'est mon plus récent Borg, mais ça a été vraiment un coup de cœur sur le coup. Lorsque j'ai vu, j'ai fait « Ah oui, ça me jase. C'est vraiment ça que je veux jouer dans les Borg, dans tous les Borg confondus, celui-là. » Ronin était pas loin derrière, là, mais celui-là est vraiment comme numéro 1. C'est publié par Rivet Head Games. Une fois que j'avais eu le livre physique, je les ai écrits. Ils ont été assez sympathiques pour m'envoyer les PDF parce que les PDF ne sont pas encore accessibles, même si vous pouvez trouver le livre en version physique. Il s'agit de Farewell to Harm Redux. Et là, le cover, il torche le cover est de toute beauté. C'est les horreurs et les atrocités de la guerre et de la mutilation qui ont envahi les terres mourantes de Morborg. Ça reprend les mécaniques de Morborg et dans l'univers de Morborg, mais beaucoup plus tard, on ajoute des aspects à les guerres de tranchées, les raids, des stratégies à plusieurs niveaux et à grande échelle. Vous allez incarner dans ce jeu-là ce qu'on appelle des grunts, donc des soldats de terrain. Vous allez devoir faire équipe avec vos collègues pour pouvoir vous rassembler et combattre en masse avec sur des fronts entre les tranchées, aller affronter d'autres membres de d'autres factions parce que le jeu, en fait, la prémisse de base, il y a un liquide qui a été découvert, un produit qui s'écoule tel du sang, comme le sang de la terre, qui s'écoule depuis certains endroits et qui, avec ce produit-là, c'est possible de concevoir des machines, c'est possible de concevoir des objets technologiques de guerre. Et là, on comprend la référence au pétrole. Et les gens ont commencé à vouloir un peu se l'approprier et ainsi la guerre a éclaté. Il y a plusieurs factions que vous pouvez rejoindre en début de partie, devant choisir une. Celle-ci, en fait, a son territoire, a ses zones, a ses particularités, ses spécificités. Et vous allez possiblement devoir peut-être aller affronter certaines régions ou certains secteurs précis de d'autres factions. Il y a quelque chose de très apocalyptique dans le concept de la Grande Guerre, mais il y a une chose qui est certaine, il n'y a pas de héros dans ce livre-là, il y a seulement des fins tragiques, parce que la base de Farewell to Harm Redux a des thèmes anti-guerre, et ça appelle un appel fort à la préservation et à l'entraide entre les personnages. Je pense que c'est important de le mentionner un peu à la même façon que le faisait Ronin. Il y a une règle 0 dans ce livre-là, au tout début, qui dit que vous pouvez ignorer absolument toutes les règles du livre, excepté celle-ci, la règle 0, c'est que la guerre ne doit pas être glorifiée. Ce livre ne sert en aucun cas à être utilisé pour reproduire, dans le fond, les réelles atrocités qui se déroulent dans notre monde aujourd'hui ou qui se sont déroulées dans notre monde. L'objectif ici n'est pas de reproduire les événements de la Première Guerre mondiale, mais bien de se lancer dans la fiction sur des inspirations qui proviennent en fait de la Première Guerre mondiale ou des inspirations culturelles qui ont été inspirées par la Première Guerre mondiale et de se les approprier et de les transposer dans le contexte de Morborg. Parce que ça se déroule dans l'univers de Morborg. On reste quand même dans un contexte de fiction, mais avec une saveur qui est, encore une fois, très facile à reconnaître, qui est très facile à s'approprier et à se lancer dedans tête baissée. Et ainsi, dans ce jeu-là, peu importe la faction que vous allez rejoindre, vous allez devoir en quelque sorte faire la guerre. Faire la guerre, c'est exactement ça. Mais surtout aussi compter sur vos collègues pour pouvoir survivre une journée de plus. Et alors que Morborg est un fléau dans la face, comme ils disent, Farewell to Harm Redux, c'est une baïonnette dans le cœur. C'est un jeu qui a 16 nouvelles classes. 16 nouvelles classes qui sont inspirées par justement la guerre, que ce soit par exemple, je pense qu'il y en a un, c'est il y en a une que j'aime pas, là, mais le Radiant Bannerman, donc la personne qui porte un drapeau, mais vraiment le radiant porte-drapeau. Donc quelqu'un qui inspire et qui va apporter l'inspiration aux gens qui sont en guerre. Il y a le Sadistic Soldier, donc quelqu'un qui est vraiment un espèce de soldat super sadique qui veut vraiment comme vivre la guerre au fond. Il y a le correspondant, l'interprète
correspondant. Donc, quelqu'un qui est vraiment bon pour écrire des messages, traduire des choses comme ça. Il y a également aussi le mercenaire altéré. Donc, ça, c'est une créature. C'est vraiment un soldat qui a vécu des transformations physiques et qui en est venu à devenir un soldat qui a, par exemple, dans les choses qu'on lance au hasard, il pourrait avoir comme une tête de crocodile, par exemple. Il y a le Arcane Medic, donc un médecin qui peut utiliser la magie pour pouvoir soigner les soldats. Bref, il y a vraiment un peu de tout pour pouvoir renouveler et revivre l'ambiance Morborg. Il y a des nouvelles armes qui sont proposées également, parce que ça demeure qu'on est dans un contexte Première Guerre mondiale, donc il y a des armes à feu. Il y a des nouvelles mécaniques pour gérer les combats en escouade, ainsi que des combats de masse, donc vraiment des conflits armés à grande échelle. Il y a la nouvelle ressource qui est présentée dans l'ouvrage, le Slagvara, donc l'équivalent du pétrole et à quoi elle peut bien servir. Il y a des parchemins de guerre qui sont présentés également pour lancer de la magie, des nouveaux objets, des objets du quotidien, une nouvelle armure, des nouvelles armures qui ne vont pas nécessairement vous sauver, la description des 4 factions. Il y a des générateurs de missions pour envoyer vos grunts à la mort. Il y a des caractéristiques de créatures pour affronter, en fait, face à face. Ça demeure que c'est très mortel, encore une fois. Il y a quelque chose qui on dirait que j'aurais voulu avoir plus de monstres. Il n'y a pas beaucoup de monstres dans ce livre-là. Même si c'est sous-entendu, même si c'est souvent même décrit, donc je peux jouer un mercenaire qui a une mutation littéralement, on dirait que j'aurais voulu sauter un peu plus à 2 pieds joints dans l'ambiance vraiment horrifique de créatures sorties tout droit des tranchées, pas des vers, mais des rats surdimensionnés et autre chose comme ça. Mais il n'y a rien qui m'empêche de le faire. Ça demeure que c'est très compatible avec Morborg dans ses mécaniques, dans son système. C'est super simple à prendre en main, mais tous ces petits ajouts-là font en sorte que, un peu comme le fait aussi Pirate Borg, c'est des ajouts qui sont mécaniquement intéressants mais qui ne sont pas trop lourds, qui ne viennent pas un peu contrebalancer le concept même de base d'un Borg qui reste assez simple et assez fluide. Donc oui, il y a des nouveaux ajouts, mais ils sont très intuitifs. Et pour moi, c'est un véritable coup de cœur parce que j'ai vraiment le goût. Ça aussi, c'est une ambiance que je n'explore pas souvent dans le jeu de rôle, mais que j'adore, c'est-à-dire l'espèce de cohabitation entre le début des nouvelles technologies. Donc, tu sais, début 1900, là, l'apparition de certaines utilisations d'outils, l'apparition de certaines armes, est mélangée avec le fantastique, l'horreur, les expérimentations scientifiques. Tu sais, le fait que ces deux-là peuvent cohabiter ensemble, cette nouvelle technologie-là, avec le fantastique qui demeure très apocalyptique, très infernal, il y a un petit côté où est-ce que je me dis, tu sais, faire apparaître des histoires de créatures Frankenstein-esques là, qui viennent d'un vieux château décrépit au tréfonds d'une ambiance, au tréfonds d'une région éloignée que les personnages doivent prendre. Là. Il y a quelque chose de franchement horreur, et aussi le fait que le jeu fonctionne vraiment en mode, comment je pourrais dire, en mode on est en combat, en mode c'est la guerre entre les factions. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à accomplir, à conquérir, à trouver, à collaborer avec vos personnages, les autres personnages autour de la table, à trouver des nouveaux alliés, se faire des nouveaux ennemis. Le jeu est en constante évolution à mesure qu'on avance, à mesure qu'on fait avancer la guerre en quelque sorte. Une guerre qui ne se terminera pas de bonne façon. Là, c'est mentionné à l'intérieur. Là, éventuellement, il va y avoir une entité, une créature, je m'oublie son nom, mais super belle illustration en fait de Joanne Noir, je vais vous la montrer, là, je vais vous la montrer à l'écran. Là. Une espèce de divinité apocalyptique qui va éventuellement sortir des tréfonds de la Terre parce qu'elle encourage la guerre, elle encourage la mort, la continuité de ce conflit qui n'en termine pas, et les personnages en quelque sorte peuvent aussi tenter de stopper la sortie de cette bête-là comme ils le peuvent. Et il y a des nouveaux suppléments qui vont sortir éventuellement. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que ça va proposer, mais il y a vraiment quelque chose de très... c'est un peu ironique de dire rafraîchissant. C'est pas du tout rafraîchissant la guerre. C'est pas quelque chose de drôle, mais quelque chose de très infernalement cool dans ce livre-là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du jeu. C'est un wargame qui se nomme Trench Crusade, où est-ce que dans le fond c'est vraiment comme des guerres de tranchées, mais avec une saveur justement très apocalyptique, et les créatures avec des monstres, où est-ce que vous devez vous battre contre d'autres, avec vos petites miniatures, vous déplacer puis affronter des démons qui peuvent aussi comme faire lever des mitraillettes dans les airs avec leur pouvoir mental puis tirer un peu partout. Il y a des choses comme ça là. Et c'est vraiment cette ambiance-là qui ressort, et c'est pas une ambiance que je vois souvent en jeu de rôle, et c'est pas non plus une ambiance qui est facile, si on veut, à mettre en jeu de rôle. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir déranger ou toucher des cordes sensibles. Et j'ai l'impression, je trouve en fait du moins de mon avis, que Farewell to Harm's Redux le fait quand même très bien. Le fait vraiment très bien
présenter ce sujet-là et on va dire de se l'approprier pour pouvoir l'exploiter à sa manière et que les joueurs et les joueuses puissent le prendre en main et s'amuser dans quelque chose qui demeure de la pure fiction, malgré tout. Mais en ce moment même, en mai 2025, Farewell to Harm Redux demeure mon numéro 1. J'ai juste le goût de... je ne sais pas si vous avez joué à Amnesia, la série de jeux Amnesia, dans le temps. Là. Il avait sorti Amnesia, je ne me rappelle plus le premier, là, mais ça m'avait complètement fait... ça m'avait fait lever le poil sur les bras. Et ils en ont sorti un il n'y a pas si longtemps qui s'appelait Amnesia Bunker et qui se déroulait dans un bunker à la Première Guerre mondiale. Et il y avait une créature qui nous pourchassait là-dedans. Et on dirait que je veux vivre une aventure de ça. À la Farewell to Harm Redux, là, quelque chose qui se déroule dans les tranchées. Et là, les personnages, à force de creuser, de faire des tranchées pour pouvoir justement avancer sur le terrain, ils tombent sur une vieille grotte ou ils tombent sur un espèce de vieux temple décrépit en ruine. Et là, peut-être que le chapelain du regroupement va dire comme « Ah, gang, faut pas aller par là. Faut vraiment pas continuer par là. » Mais qu'on n'aura pas le choix parce que si on creuse pas par là, eh bien, dans l'autre direction, c'est sous les balles de l'ennemi. Fait qu'on n'a pas le choix de continuer par là et qu'ils vont peut-être réveiller une créature infernale qui provient d'un autre temps. Et c'est un peu ça, en fait, qui ressort de ma conclusion. Et c'est un peu ça, en fait, qui ressort de ma conclusion des hacks de Morborg. C'est que ces derniers doivent me donner le goût de sauter dans cet univers-là, dans l'univers proposé. Même si celui-ci est apocalyptique, même si celui-ci est quand même assez négatif, souvent, dangereux, mortel pour les personnages, ça ne change pas que on a quand même envie de s'y plonger et de jouer quelque chose d'un peu à contre-nature, ou quelque chose qui va s'éloigner de ce qu'on est habitué, que ça va durer peut-être longtemps ou très court parce que le taux de survie peut être très bas. On a juste le goût de l'essayer. Et c'est en fait tous mes hacks préférés ont ce même point en commun là. Et j'espère que ça vous donne peut-être le goût aussi d'en essayer. Peut-être que dans ceux que j'ai mentionnés, il y en a qui vont être traduits prochainement, on ne sait jamais, je ne le sais pas. Et finalement, en conclusion, 2 mentions honorables que je voulais faire part des ouvrages, des hacks complets que j'ai lus, mais qui ne font pas partie de mon top 6, mais que j'ai quand même bien apprécié, que ce soit pour leur originalité ou les idées qui sont relevées dans les livres. Il y a Slavborg, qui est vraiment particulier. Ça, c'est spécial. C'est vraiment une ambiance slave dans un contexte Morborg-esque. Donc, on joue des genres d'orques en tracksuit Adidas, qui se penchent, qui se mettent à genoux, qui font des courses de voiture, ambiance années 80, brutaliste, un peu guerre froide. C'est intéressant. On dirait que je ne sais pas trop quoi faire avec ce livre-là, par exemple. On dirait que je ne saurais pas trop quoi faire comme petite aventure. Les référents culturels, je peux comprendre, mais on dirait que ça me stimule pas plus que ça, mais je voulais quand même le mentionner. Je trouve que ça a la mention de l'originalité. Et aussi, il y a également Bugborg, qui en fait propose comme prémisse de jouer des insectes. On joue des insectes, mais pas des insectes anthropomorphiques. On n'est pas des petits insectes avec des armes dans nos mains. On est juste des insectes. Puis on se déplace. On fait des trucs d'insectes. On lance de l'acide. Mais des insectes dans un univers Morborg. Fait que c'est des insectes, ils peuvent avoir des cornes, ils peuvent avoir des pics qui leur sortent des yeux. Là, ils peuvent peut-être sortir 2 autres puis avoir un autre insecte en dessous. Plein de choses à faire avec ça. Encore une fois, très cool, original, belle adaptation. Mais je sais pas, non, c'est un petit peu moins mon jam également. Et dans 3 à venir. Donc des jeux Morborg-esque qui ne sont pas encore sortis, mais qui titillent grandement mon intérêt, là, on s'entend. Il y en a 3. En premier, il y en a un français, Selene Obscure. Au moment où je publie cette vidéo, le jeu, je ne sais pas si le jeu va être encore en financement, mais s'il l'est, je vous conseille fortement d'aller voir ça. Je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. C'est un projet français qui est proposé par la Maison Nébuleuse, qui avait déjà lancé auparavant Selene Obscure comme étant un supplément pour Morborg en anglais et en français, mais ça n'avait pas vraiment fonctionné, donc là, ils reviennent à la charge avec Selene Obscure, mais c'est un hack complet. Et là, c'est là aussi la twist, c'est là que c'est intéressant de voir les limites et aussi les libertés entourant les jeux Morborg, parce que la licence fait en sorte qu'on peut vraiment le prendre et faire ce qu'on veut avec. Et le jeu a complètement le droit, ils ont vraiment le droit de prendre des règles de Morborg et de les traduire en français. Et là, j'ai hâte de voir s'il va y avoir des liens qui vont se faire avec Selene Obscure et le jeu Morborg de base, ou pas du tout, parce que ça va être un jeu complet. Vous allez juste avoir besoin de Selene Obscure pour jouer à Selene Obscure. Et c'est une ambiance un peu plus onirique, un peu plus sur le voyage, les déplacements. J'en ai déjà parlé amplement dans d'autres vidéos, mais je vous conseille vraiment d'aller voir ça parce que c'est très cool d'avoir un projet français
pour Morborg qui est annoncé, alors que Morborg, ça fait longtemps qu'il roule sa bosse dans le monde anglais, mais en francophonie, c'est quand même plus récent un peu. Mais la gang de Maison Nébuleuse, je trouve que c'était un peu les précurseurs. C'est eux qui ont vraiment qui ont voulu lancer des idées Morborg-esques en français avant même que Paretborg soit annoncé, avant même que Morborg soit annoncé. C'est la gang de Maison Nébuleuse qui ont vraiment voulu pousser ce genre-là parce qu'ils apprécient beaucoup Morborg de base. Et ça a l'air d'être de toute beauté, fait que je voulais le dire. Je vous conseille d'aller voir. Il y a Mazeborg. Il y a une version qui est disponible en ligne, mais c'est comme une version juste bare bones, c'est-à-dire une version juste de base avec les règles et tout ça. Pas vraiment d'illustration, un petit peu ici et là, mais c'est une ambiance mésoamérique à la Morborg. Et c'est fait par des gens qui proviennent des cultures mésoaméricaines de base et qui ont voulu justement un peu exploiter cette saveur-là, cette ambiance-là, un peu à la Sapa Inca, à l'ambiance un peu apocalypto et tout ça. Et je trouvais que c'est très cool. Le logo est vraiment beau. Le titre, Mazeborg, je l'adore. Je pense que c'est un de mes titres préférés de Morborg. Une espèce de jaune-vert avec les maïs qui sortent. Je trouve que c'est... Puis l'idée, Mazeborg, c'est aussi vraiment, vraiment cool comme concept. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai hâte de voir le produit final, à quoi est-ce que ça va ressembler. Et finalement, mon dernier, que j'ai backé aussi, que j'ai financé, que j'ai pas encore reçu, mais que l'auteur a aussi m'a envoyé des visuels très cool. J'ai écrit que je faisais une vidéo, puis je voulais au moins mentionner que le jeu était à venir éventuellement. C'est Chainsaw. Chainsaw qui est aussi un premier projet de l'auteur. Gros projet qui a quand même bien marché, bien financé. Et l'objectif de Chainsaw, c'est de reproduire l'ambiance des slashers, des films de série B d'horreur, des films vraiment de teen movie d'horreur des années 80, 90, même début 2000. Tu sais, on pense à genre Vendredi 13, Nightmare on Elm Street, on va dire peut-être Chucky, plus récemment Scream, des choses comme ça. Et c'est vraiment un concept où on est plus dans l'action, parce que ça demeure que c'est les règles Morborg-esques, mais il y a quelque chose de foncièrement intéressant, parce que là, on incarne souvent des jeunes qui sont intrépides, ont des petites caractéristiques, des petites possibilités avec le système de Morborg, mais on est dans un contexte où on est assurément des victimes d'une histoire, parce que ça demeure que c'est ce qu'on joue, on est la victime de l'histoire. Et là, il y a toute la prémisse qui peut se dérouler selon l'ambiance et l'univers que vous souhaitez établir en jeu. Et ça m'a beaucoup charmé à ma lecture. Les visuels que j'ai vus pour l'instant sont très cool. C'est aussi des aspects qui sont très différents du jeu de Morborg de base, des visuels qui sont très différents de Morborg, mais j'ai vraiment très hâte de voir le produit fini, de l'avoir en main et de pouvoir en parler éventuellement et peut-être même de faire une partie, parce que Dieu sait que j'aime ça les jeux d'horreur. Et je trouvais que ça va bien ensemble. C'est pas tous les jeux d'horreur, je trouve que c'est pas tous les jeux qui peuvent aller à une sauce horrifique. Morborg, je trouve que oui. De l'adapter spécifiquement pour le type slasher, le type vraiment teen horror movie série B, Toxic Avenger, etc. Là, ça le fait très bien. J'ai hâte, encore une fois, en fait, j'ai eu hâte de jouer. J'ai vraiment hâte de jouer. Là. Je suis revenu à Québec, là, je suis là, je vais jouer à d'autres jeux bientôt. Là. Je vais enregistrer des affaires, bref. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en reparler d'autres choses. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Ça a été plus long que d'habitude. Je pense que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas jasé. Si vous avez des commentaires, suggestions, autre chose, j'aimerais ça me remercier aussi les gens qui ont pris le temps de me parler de leur hack préféré, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont écrit j'avais marqué sur quelques réseaux que je voulais faire une vidéo là-dessus, et j'ai reçu des suggestions de d'autres ouvrages que j'ai pas pu jeter un coup d'œil malheureusement, d'autres que j'ai pu mettre la main dessus, bien entendu, et je voulais prendre le temps de remercier parce qu'il y a quand même un engouement justement qui revient, et comme je l'ai dit tout à l'heure, les 6, en fait, la majorité des hacks que je vous ai présentés là sont sortis récemment, sont sortis dans les dernières années. Donc, il y a une espèce de recrudescence, l'ambiance Morborg-esque, et qui fait en sorte que je trouve qu'il y a des beaux produits qui sortent, et je vais assurément en reparler dans d'autres vidéos, parce que bien, Morborg fait ses 5 ans, j'ai le goût de revenir là-dessus et de parler aussi justement on dit la possibilité de la version française et de Paretborg et de tout ce que ça implique. Mais bref, ça sera un peu plus long que ça, là, je vais arrêter ça là. Je vous conseille de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Et si ce n'est pas fait, eh bien, peut-être un abonnement, hein, si ce n'est pas fait. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.